Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, vous portez bien vos positions. Nous allons parler des événements de Kidal et chercher à comprendre pourquoi il y a tout un acharnement derrière le gouvernement malien parce qu'un avion a survolé le sol de Kidal, le ciel de Kidal. La team, premièrement, moi je pense que tout le territoire malien appartient aux Maliens et donc le gouvernement a le devoir, le droit, l'obligation même de protéger tous les citoyens qui s'y trouvent. Il peut y avoir des accords de paix, mais quand on est en train de rechercher donc un consensus pour faire la paix et que un seul groupe décide de ne pas signer ou bien de ne pas aussi faire certaines compromissions pour trouver la paix, il faut obligatoirement que le gouvernement essaye de prendre le problème à bras le corps et prendre ses responsabilités. Je parle donc ici, comme j'ai mis sur le titre, le contrôle du gouvernement de Kidal. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement malien, grâce à Assimi Goïta, démontre que les avions de guerre, les avions de l'armée malienne peuvent survoler Kidal sans qu'il y ait, c'est-à-dire sans avoir peur, même s'ils ont essuyé des tirs, des armes, des terroristes, moi je les appelle comme ça, de Kidal. Le gouvernement malien démontre aujourd'hui que oui, il a ce courage de partir survoler sur Kidal. On se rappelle très bien qu'avec le gouvernement et les présidents précédents, c'était quelque chose d'impossible. Aujourd'hui seulement, la démarche du président Assimi Goïta et de son gouvernement nous montre ici que le gouvernement a les capacités et le pouvoir même d'arriver à Kidal et de décider d'imposer un rapport de force là-bas. Mais comme il y a des populations, comme il y a des accords, comme il y a des pourparlers, comme le gouvernement fait tout pour retrouver la paix, parce que vous savez que c'est encore mieux de trouver la paix dans le dialogue que d'imposer la paix par la force. Certaines personnes sont beaucoup mieux à vivre dans l'ignorance que de vivre dans le savoir. Donc, il est mieux que le gouvernement malien décide, bien évidemment, de partir vers Kidal en utilisant la stratégie du dialogue. Et ce n'est que le dialogue qui pourra donner une paix durable, une paix qui va vraiment passer, qui va vraiment faire oublier toutes les mauvaises crises que les Maliens ont connues. Pour cela, je vais vous laisser ici écouter la vidéo d'un ancien rebelle qui va essayer de répondre aux questions sur Afrique Média. La team, écoutez. Bonsoir. De vous avoir par téléphone depuis Bamako. On le disait, vous êtes membre du Conseil national de la transition. Pourquoi avoir décidé de décider donc de survoler le territoire de Kidal à la veille du 6 avril, quand on sait quand même que cette date pour vous Maliens, elle porte tout un symbole, quand on sait que c'est effectivement le 12 avril 2012 que les mouvements séparatistes du nord du pays avaient déclaré une véritable sécession. Est-ce que ce survol de l'espace aérien de Kidal visait véritablement, était une démarche dissuasive ou alors un véritable coup de semonce au mouvement terroriste de ce côté-là? D'abord, merci. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que je ne suis pas seulement membre du CNT et je n'interviens pas à ce titre. Je suis aussi signataire de l'accord d'Alger. Je suis la première dissidence de la SEMA, la même SEMA, qui a signé l'accord le 15 mai 2015 à Bamako, au titre de cette ex-rébellion-là. Donc j'interviens aussi en tant que républicain malien et panafricain à ce titre-là. Alors pour revenir à votre question, je crois que les hommes intelligents doivent considérer cette situation comme un non-événement. C'est de la matière à permettre à des gens qui ne cherchent qu'un faux débat de spéculer. D'abord, qu'est-ce qui se passe? L'armée malienne est sur son territoire, le territoire du Mali. Elle a le droit de le survoler quand elle veut, de le traverser quand elle veut et au moment où elle veut. Je ne crois pas que ce soit un événement qui mérite spéculation de quelque oiseau de mauvaise augure que ce soit. La deuxième chose, c'est que les quelques éléments, individus agissant au nom de la SEMA à Kidal, ont manqué encore l'occasion de rentrer dans l'histoire de la sagesse. Parce que ce n'était pas nécessaire d'envoyer quelques rafales d'une Kalachnikov ou d'un AK-47 ou d'un G3 en l'air comme ça contre un avion de chasse de leur pays.
de leur État. La troisième chose, l'armée malienne est engagée à protéger ces populations-là, où qu'elles soient, y compris les populations de Kidal. Donc cet avion de chasse de l'armée malienne, et l'armée malienne ne constitue en aucun cas une menace pour une population quelconque à Kidal. Ousmane, est-ce que vous nous écoutez? Ça, c'est un aspect que je voudrais relever. Tout à fait. Vous nous dites que l'avion de chasse qui a survolé l'espace aérien de Kidal a également subi les tirs venant de mouvements, en tout cas des groupes séparatistes de l'Azawad. Est-ce cela? Mais bien sûr, lesquels combattants qui étaient là-bas, ils ont envoyé des tirs en l'air. Est-ce que c'est orienté vers l'avion? Est-ce que, en tout cas, on a vu les vidéos. Mais je dis, c'est arrêter, c'est stupide. C'est stupide, ces enfants, agissant sous le coup de la fureur ou de sais pas, au nom de quoi, et on manquait encore une fois de rentrer dans l'histoire de la sagesse. Quel rafale d'une Kalachnikov ou d'un AK-47, qu'est-ce que ça peut déranger face à une armée en pleine montée en puissance par rapport à son devoir légitime de protéger ses populations, y compris les populations de Kidal? Donc pour moi, vraiment, quand j'écoute RFI en train de spéculer l'ex-rébellion, les mouvements signataires, d'abord RFI qu'ils arrêtent de mentir. Les mouvements signataires en majorité ne sont pas concernés par ce qui se passe à Kidal. C'est une poignée d'hommes, c'est une minorité qui continue à se livrer à ce genre d'exercice. Malheureusement que les populations dans leur majorité ne soutiennent pas. Donc il faut recadrer les choses. Quand je vois aussi le communiqué de la MINUSMA qui donne l'impression qu'il y a une situation de haute tension, il n'y a absolument rien dit. Il y a quelques groupes de capricieux auxquels la MINUSMA doit donner les bons enseignements, rappeler à l'ordre que le Mali a le droit de parcourir, de traverser son territoire quand il veut. Et que dans toutes les cas, de toutes les façons, cet accord, il est terminé. Il ne reste plus que la vocation de DDR pour que cet accord, on le mette en arrière. Les réformes institutionnelles sont pratiquement terminées, prévues dans cet accord. Ce qui reste, c'est le désarmement, intégration. Et c'est là que la MINUSMA doit jouer son rôle, que de continuer à donner l'impression qu'il y a des tensions vives. Il n'y a aucune tension. Il y a un groupe de personnes qui continuent à se faire manipuler par la MINUSMA et d'autres acteurs pour faire des choses. C'est regrettable pour nous en tant que frères, c'est regrettable pour nous en tant qu'acteurs, et c'est regrettable pour la population qui ne se retrouve plus aujourd'hui par rapport à ça, et qui n'est pas d'accord avec cette situation. Maintenant, je l'ai dit et je l'ai dit, l'armée est dans son rôle. Elle a le droit de survoler Kidal quand elle veut, elle a le droit d'y atterrir quand elle veut, et ce n'est pas contre les populations de Kidal, ce n'est pas contre personne. Elle est dans sa mission régalienne contre le terrorisme et contre les ennemis de la paix, où qu'ils soient. Voilà. Issa Diarra tout à l'heure minimiser la présence de ces mouvements terroristes, sauf que, eh bien, à chaque fois qu'il y a une consultation ou alors un grand événement d'intérêt national, ces mouvements sont eux également comptés parmi, je vais dire, les différentes factions qui doivent effectivement statuer. Le cas récent de l'écriture du projet de la nouvelle constitution où on avait davantage convoqué ou alors convié notamment ces mouvements, ces groupes rebelles à venir apporter leur contribution pour essayer visiblement de pacifier les uns les autres. Entre ce que vous dites et la démarche du gouvernement, on a plus ou moins l'impression qu'il y a un fossé. Où est-ce que se situe véritablement l'incompréhension pour nous autres, Mohamed Ousmane? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution, je suis signataire de l'accord d'Alger. J'ai été désigné dans cette commission en tant que signataire de l'accord. La SEMA a été désignée en tant que signataire de l'accord. Et la plateforme a été... Donc les deux représentants sur les trois ont siégé à la commission et ils ont travaillé à l'élaboration de cette nouvelle constitution. Il y a juste le représentant de cette faction de la SEMA qui a utilisé la politique de la chaise vide. Qu'à cela ne tienne, le document, nous l'avons affirmé, que le document de la Constitution prend en compte l'essentiel pour dire, on peut même dire la totalité, en tout cas des réformes constitutionnelles prévues par l'accord d'Alger. Ça, c'est un aspect. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte de façon sérieuse, c'est que la SEMA n'est pas un seul acteur de l'accord d'Alger. La SEMA est un des acteurs de l'accord d'Alger, donc son opinion n'est qu'une opinion. C'est lorsque nous décidons de nous mettre en accord sur quelque chose que cela se met en place. Mais à un moment donné, et c'est là que je salue la patience du gouvernement, mais la patience elle a des limites. À un moment donné, il va falloir assumer la volonté de la majorité des Maliens. Parce que la majorité des Maliens et des signataires de cet accord aujourd'hui veulent aller au désarmement. Mais le gouvernement, en tant que principal acteur, continue à démarcher les frères de la SEMA pour que tout le monde vienne et qu'on continue ensemble dans ce DDR. Mais il va falloir à un moment donné tirer les leçons de tout ça.
avancer avec la majorité de ceux qui sont déterminés à aller vers la paix. Parce que si vous voyez aujourd'hui que certains continuent à spéculer, c'est parce que le gouvernement n'a pas décidé d'aller au DDR avec ceux qui veulent avancer. Demain, si le gouvernement décide avec ses partenaires d'aller au désarmement, avec les mouvements signataires engagés à cela, vous allez voir, on ne parlera plus de mouvements. Parce que tous les combattants aujourd'hui sont engagés, ils n'attendent que ce désarmement. Donc en réalité, quelque part, on abuse de la bonne foi du gouvernement du Mali à fédérer l'ensemble des opinions des frères maliens autour de ce qui est d'intérêt général pour le Mali. Il y en a qui en abusent et ils ne comprennent pas que l'État, à un moment donné, certaines et personne ne prendra en otage ce pays et ce processus. Alors, que revendique-t-il concrètement, puisqu'on sait désormais que la sécession n'est pas possible, le nord du pays appartient visiblement, nettement selon la loi fondamentale du pays au Mali et au peuple malien. Que revendique finalement cette fraction qui est du moins la fraction dissidente qui ne souhaite pas retrouver ou alors rejoindre véritablement le DDR? J'ai dit de tout le temps, le problème de la SEMA a été présenté. D'abord, je l'ai dit avec conviction qu'ils ne sont pas libres de leurs engagements, ils sont manipulés de quelque part. Et ça, l'État doit en tirer toutes les leçons et les conséquences par rapport à l'intérêt de la population. La deuxième chose, ils ont toujours cette velléité d'avoir les derniers mots, d'avoir les monopoles d'une décision, alors que la décision, elle appartient à tout le monde, les acteurs de ce processus. Est-ce que vous voyez? La troisième chose aujourd'hui, il y a un principe qu'on dit le consensus, qu'on attend toujours. On ne peut pas avoir le consensus dans un groupe où vous pouvez avoir un acteur qui peut avoir très souvent de la mauvaise foi ou qui n'est pas libre de ses opinions. Ça fragilise ce processus. Sinon, l'accord pour la paix en lui-même n'est pas un problème. C'est un document de travail. C'est un document de travail et il est malien. Il préserve l'unité nationale, l'indépendance du Mali, l'intégrité du territoire. Tout le reste, normalement, ne doit pas poser de problème. Sauf si quelqu'un joue pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Alors, est-ce que vous êtes encore avec nous, monsieur Ousmane? Oui, je suis là. Alors, si jamais finalement la force revenant à la loi et à l'État décident d'aller à l'affrontement réel avec dans ces mouvements terroristes, est-ce qu'il n'y a pas risque que cela puisse finalement s'embraser, que voilà, c'est le reste des mouvements terroristes qui sont encore latents dans cette partie du territoire puissent véritablement trouver là une occasion pour finalement alimenter une véritable crise au nord du pays? Je ne crois pas qu'il s'agit là d'une question de l'affrontement avec les terroristes. Les terroristes, la guerre elle est permanente contre les terroristes. Ce n'est pas un truc, un fait nouveau. Il faut d'abord dissocier les deux cas. Ici, nous parlons d'une faction qui est reconnue dans le cadre de l'accord d'Alger et qui normalement doit jouer des points de force à partition, mais malheureusement, elle ne le fait pas. Quelle disposition par rapport à celle-ci? Est-ce qu'il y aura affrontement ou pas? Ce que je peux vous dire, en tout cas, nous, en tant que mouvement signataire de l'accord, et le gouvernement qui est le principal acteur, ne sont pas dans une logique d'affrontement ni de confrontation. Ils sont toujours dans la logique d'appeler les frères à comprendre aujourd'hui que la paix, c'est ce qui va profiter à tout le monde. Et personne n'a intérêt à jouer au caprice ni à l'ambiguïté par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Et cet accord, il est déjà terminé. Il ne reste plus que les volets DDR intégration pour tourner la page de l'accord d'Alger. C'est tout.